Le monde nous l'envie. Souleymane Bachir Diagne, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Est-il besoin de vous présenter? Pour vous présenter, j'aurais pu me limiter à dire que l'on ne vous présente plus, tellement vous êtes connu et reconnu comme l'un des plus brillants penseurs de l'époque. Mais j'ajoute que vous êtes philosophe sénégalais et fils de Saint-Louis. Absolument. Et je surligne philosophe sénégalais parce que c'est important pour vous, non pas par chauvinisme, mais parce que vous êtes plutôt un universaliste total, agrégé et docteur d'État en philosophie. Nous sommes très heureux et honorés de vous recevoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir est pour moi. Et en effet, je tiens à cette appellation philosophe sénégalais parce qu'en effet, sur le plan international, j'insiste pour qu'on me présente ainsi. Les Sénégalais, c'est pas seulement sur le plan international que je suis souvent invité, connu, discuté, c'est également ici au Sénégal et c'est très important pour moi. On dit que nul n'est prophète en son pays, mais j'ai la chance de bénéficier de la bienveillance des Sénégalais et je le rends bien à notre pays. Et donc dire philosophe sénégalais, c'est dire que je porte le maillot de l'équipe nationale. Absolument, et c'est pour ça que je dis que le monde nous l'envie dans un contexte, professeur, de crainte d'une dislocation du monde et de la montée de l'ethno-nationalisme. On vous reçoit autour du thème « Comment mettre en pratique la neutralité axiologique quand on est au service de l'action publique ?» On va en parler. Mais d'abord, ce 20 janvier marque le comeback officiel de Donald Trump à la Maison-Blanche. Le 47e président des États-Unis d'Amérique a été investi cet après-midi. Professeur Souleymane Bachir Diagne, est-ce que ce retour triomphal symbolise le point culminant de l'ethno-nationalisme de l'époque où on peut s'attendre encore au pire? Je crois qu'en effet, l'arrivée de Trump, cette inauguration qui a eu lieu aujourd'hui, marque un certain triomphe de l'isolationnisme, un certain triomphe du repli sur soi, du nationalisme, du souverainisme international que l'on voit aujourd'hui à l'œuvre. Et d'ailleurs, Babacar Diagne le disait tout à l'heure, en énumérant ceux qui ont été invités, on voit bien qu'il y a cette internationale-là, cette internationale nationaliste, si vous voulez, qui est présente à l'inauguration de Trump. Alors, est-ce que cela signifie que nous entrons dans une sorte d'ère de glaciation et que la mondialité, pour ne pas parler de la mondialisation, mais que la mondialité a du plomb dans l'aile? Rien n'est sûr. Rien n'est sûr de ce point de vue-là. Trump a déjà souvent étonné son monde, alors on peut s'attendre à ce qu'il prenne des initiatives qui vont peut-être dans un sens d'ouverture plus grande. Oui. Vous avez suivi son discours. Il y a eu beaucoup d'annonces fortes, pas de surprise en réalité, mais dans les executive orders, comme on dit, il a parlé de l'état d'urgence à la frontière sud du pays, état d'urgence énergétique, sortir du Green Deal, donc tout sur les hydrocarbures. Il va créer également le ministère de l'efficacité gouvernementale, donc pour faire plaisir à Elon Musk. Mais il y a quelque chose qui a attiré l'attention, c'est quand il dit que je ferai tout pour que le rêve de Martin Luther King devienne une réalité, parce que nous sommes le Martin Luther King Day, alors que tout oppose les deux hommes, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous avez retenu de son discours? Vous savez, il a également dans le même discours salué le fait qu'il a battu un record qui n'est pas une petite affaire. Il a battu le record des voix obtenues par un candidat républicain, des voix noires et des voix hispaniques. Plus de 46%, je crois, des latinos, des hispaniques ont voté pour lui et 11% des noirs ont voté pour lui. 11%, ça n'a pas l'air d'être grand-chose, mais enfin, c'est important et il a souligné cela dans son discours. Et au fond, cette manière pour lui de souligner que même auprès des minorités, il a fait des avancées considérables pour un candidat républicain, c'est, j'imagine, cette manière qu'il a eue en saluant Martin Luther King, parce qu'en effet, c'est le jour anniversaire de Martin Luther King qui est férié aujourd'hui. Et c'était une manière, au fond, de souligner la nouvelle connivence qui peut exister entre lui et un électorat traditionnellement arrimé au Parti démocrate. Mais pas forcément Martin Luther King lui-même. Ah non, pas forcément Martin Luther King. Quant au contenu de la pensée de Martin
Luther King, évidemment, il y a un monde qui sépare le propos de Martin Luther King, le projet dont il était porteur, le rêve qui a été le sien, d'une Amérique réconciliée, d'une Amérique où la couleur de peau n'aurait plus aucune importance, et d'une Amérique qui ne serait pas justement une Amérique de la fragmentation et du tribalisme. Ce rêve-là de Martin Luther King n'est pas véritablement dans la rhétorique du président Trump. Alors, l'Amérique, première armée, première puissance économique dirigée par Trump, et où avec les géants de la tech, Musk, Bezos, Zuckerberg, qui vient de rallier en épousant les idéaux trumpistes, que vous inspire ce monde où le territoire numérique est occupé, dominé par l'Amérique? Est-ce que l'universaliste que vous êtes est inquiet? C'est inquiétant, c'est inquiétant. Vous savez, ce n'est pas simplement l'Amérique qui domine ce monde-là, c'est aussi un certain nombre de milliardaires. Nous vivons dans un monde fragmenté, un monde tribalisé, évidemment, où ceux qui luttent pour un humanisme universel pour notre siècle se trouvent quelque peu désemparés. Mais enfin, il ne faut jamais abandonner le combat pour cet humanisme-là et cet universalisme-là. Mais par ailleurs, c'est vrai que quand on voit la force prise par des milliardaires, Elon Musk a été d'un apport décisif au président Trump pour ce qui est des voix obtenues. Il a dépensé, je crois, l'équivalent d'un quart de milliard de dollars pour l'élection du président Trump. Il soutient l'extrême droite en Allemagne, un parti dont l'AfD, dont l'ADN vient en droite ligne du nazisme. Chose épouvantable pour beaucoup d'Allemands. Sans parler des accointances avec Meloni. Voilà. Et donc l'idée que les milliardaires sont aujourd'hui maîtres du monde est une idée qui met à mal l'idéal démocratique qui est le nôtre. Et sur le plan du numérique, en effet, il faut s'en inquiéter. Il faut s'en inquiéter parce qu'il y a une véritable offensive. Vous savez, on parle beaucoup de Gramsci ces temps-ci, on parle de ce que dit Gramsci sur l'hégémonie. Il faut avoir l'hégémonie culturelle, faire en sorte que les termes du débat soient les termes que vous posez. Eh bien, les milliardaires qui sont à droite et parfois même du côté de la droite la plus extrême ont parfaitement compris Gramsci et ils se sont emparés de manière décidée et assez brutale des outils de communication. Donc le numérique, c'est véritablement l'outil de notre temps pour la communication. C'est un enjeu considérable en effet. On parle aujourd'hui de broligarchie quand on évoque Trump, Bezos et Mark Zuckerberg, comme quoi ce sont des milliardaires. C'est l'époque des brous finalement. Est-ce que c'est tout aussi inquiétant? Et c'est tout à fait inquiétant en effet parce que cette sorte de convergence, on n'avait pas l'habitude de voir les milliardaires converger comme ça vers des objectifs similaires. Il faut se souvenir que Mark Zuckerberg est venu de ce que l'on peut considérer comme une gauche quasiment anarchisante, avec les tenues qui allaient avec, portant son hoodie, etc. Eh bien, il semble avoir viré sa coquille, comme on dit familièrement. Je me souviens avoir visité une fois, été dans les bureaux de Google, et d'avoir vu des jeunes chercheurs extrêmement brillants, pieds nus, et c'était même pas en Californie, c'était à New York. Mais cette culture, si vous voulez, cette culture quelque peu anarchiste, quelque peu créatrice, etc., j'ai l'impression que cela a disparu également et qu'il y a une espèce de fixation aujourd'hui des milliardaires sur un objectif qui est d'imprimer leur marque et d'imprimer une orientation au monde. Rappelons que Elon Musk lui-même a voté Clinton puis Biden avant de virer à Trump. Trump, il lui est arrivé de soutenir le Parti démocrate par le passé. Absolument. Trump va signer donc 100 décrets, dont celui relatif à la déportation de migrants. Je mets des guillemets bien entendu. L'Europe est inquiète à propos des droits de douane, mais quid de l'Afrique? Vous avez entendu Babacar Diagne en parler tout à l'heure.
l'heure, hein, comment les Africains peuvent-ils s'organiser ou se réorganiser face au bouleversement actuel du monde? Écoutez, là encore, Babacar Diagne l'a dit, il a rappelé qu'il est de notre responsabilité d'accélérer notre unité, de faire en sorte que l'Afrique parle d'une seule voix, que l'Afrique soit forte, que les outils dont nous nous sommes dotés, qui sont des outils d'intégration, des outils qui doivent nous mener vers les États-Unis d'Afrique, que ces outils-là soient utilisés, développés, et il a parlé de la zone de libre-échange, par exemple, qui nous unit. Il est important que nous commercions entre nous, que nous ne soyons plus simplement chaque pays adossé verticalement, si vous voulez, à la mondialisation. Il est important que nous développions les liens horizontaux entre nous, que nous ayons une Afrique forte, une Afrique unie, et que cette Afrique-là ait son propre agenda. À ce moment-là, au fond, le monde viendra vers nous. Oui. Et c'est la même chose pour le reste du monde. D'ailleurs, la reconfiguration qu'impose Trump s'adresse tout aussi bien à l'Europe. Qui est très inquiète, aujourd'hui, surtout concernant les droits de douane. Et c'est le même discours. Ça va être massif, il a dit. Ça va être massif, ça va être massif. D'où le discours que l'on entend aujourd'hui de la part des leaders européens disant qu'il faut renforcer l'Europe. Oui. Parce que l'idée selon laquelle l'Occident est une seule unité entre l'Europe et l'Amérique, c'est une idée qu'il faut interroger, qu'il faut questionner. Ça n'est pas vrai que les intérêts convergent absolument, et Trump en est la manifestation la plus éclatante. L'isolationnisme n'a pas commencé avec lui. Même sous Barack Obama, même sous Biden, il y avait cette tendance américaine vers l'isolationnisme. On peut penser raisonnablement que cela va s'accentuer avec la présidence de Donald Trump. On rappelle que vous enseignez à Columbia University à New York. La menace d'expulsion massive de migrants angoisse les sans-papiers naturellement. Donald Trump peut parfois, professeur, verser dans un relatif excès. Il a annoncé à titre d'exemple la fin de la politique de la diversité. Vous le rappelez tout à l'heure, il y a des Noirs qui ont voté pour lui, quelque chose comme 11%, mais peut-il aller jusqu'à l'afro-pessimisme de Frank Wilderson qui a théorisé une rupture ontologique entre les Noirs et les sociétés africaines? Est-ce que vous avez des inquiétudes à ce niveau? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas qu'on aille jusque-là. C'est vrai que vous le rappelez, Frank Wilderson, et l'idée de la philosophie de l'afro-pessimisme est une des manifestations les plus effroyables, au fond, d'un tribalisme. J'ai écrit contre cette doctrine-là. Elle m'effraie passablement. Je ne pense pas que nous allions dans cette direction-là. Je ne crois pas. En revanche, puisque tout ce qui est déportation était une promesse de campagne, on va voir dans les premiers jours de la présidence quelque chose aller dans cette direction-là. Et l'élément de langage qui est aussi sidérant quand même. On parle de déportation, ça rappelle des souvenirs. Mais oui, mais vous savez, de ce point de vue-là, l'Amérique est moins hypocrite que l'Europe. C'est vrai? Parce que déportation, effectivement, on voit tout de suite se profiler l'ombre de l'Holocauste et donc des déportations effectuées par les nazis. En Europe, les partis d'extrême droite parlent de rémigration. C'est ce que dit aussi l'AfD. Alors, inventer un mot comme rémigration, précisément parce qu'il faut éviter le mot de déportation et tout ce que cela peut charrier de signification obscure, eh bien, c'est en effet deportation en anglais, et ce qui est le langage employé par l'administration de Trump. Et je crois qu'il va y avoir en effet des déportations dans un premier temps, en tout cas. Il y a une note d'espoir sur ce plan-là. Comme vous le disiez, Trump peut changer d'avis. C'est quelqu'un d'assez inattendu sur beaucoup de plans. Le capitalisme, représenté aussi par Elon Musk, se satisfait parfaitement d'une certaine marge d'immigration. Il faut s'en souvenir. Les intérêts capitalistes sont aussi liés
à la présence d'une main-d'œuvre issue de l'immigration, d'une main-d'œuvre de manière préférable, évidemment, bien éduquée, bien formée. Mais cela va permettre peut-être après un premier temps où les promesses de campagne vont être remplies par ces executive orders qui vont être pris à la présidence. Après, ça va peut-être se tasser assez rapidement.